Bonjour à toutes et à tous en présentiel comme en ligne. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette rencontre de l'IRIMO qui fait partie du cycle de la libre parole et qui a pour but de créer un échange entre un ou une jeune diplomate et un ou une ambassadrice ou ambassadeur. Donc pour cet échange, j'ai la joie de recevoir Madame Brigitte Kurmi, ancienne ambassadrice de France à Malte en Libye et pour la Syrie. Moi, je m'appelle Justine Uclulry, je travaille au ministère des Affaires étrangères depuis maintenant 4 ans et sur la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, à la direction de la communication et de la presse. Madame Brigitte Kurmi, donc merci d'être parmi nous aujourd'hui. Euh, Vous êtes donc diplômée de l'INALCO en arabe. Vous êtes passée par Sciences Po. Vous êtes également, enfin vous étiez pardon chercheuse au CERMOC, qui a fusionné ensuite avec plusieurs instituts pour créer l'IFPO qu'on connaît bien aujourd'hui. Vous avez concentré vos premières recherches sur les études sur la santé dans la région du Proche-Orient. Vous êtes ensuite entré en diplomatie via la coopération, d'abord à Jérusalem, puis à Paris. Donc en centrale, vous avez ensuite passé le concours des affaires étrangères. Vous avez servi donc à Paris pour le ministère des Affaires étrangères, puis dans un certain nombre de pays de la région, l'Égypte, le Liban, le Qatar et la Palestine. Puis vous avez été nommée ambassadrice en Libye, à Malte, puis enfin pour la Syrie. Ainsi, cet échange nous permettra de revenir sur deux aspects de votre parcours qui sont assez uniques, à la fois votre expérience de terrain, avant notamment de rentrer au ministère des Affaires étrangères, ce qui est assez peu commun dans les parcours diplomatiques, puis des mandats marqués par l'exercice de responsabilités, notamment en tant qu'ambassadrice, dans des contextes de crise dans des pays traversés par des crises profondes où la diplomatie se retrouve confrontée à l'instabilité, aux fractures politiques et aux rapports de force. Ainsi, je vous propose donc de diviser cet échange en trois parties. On verra selon le temps qu'il nous reste. Le premier, je souhaiterais, Madame l'ambassadrice, revenir sur votre métier, celui de diplomate aujourd'hui. Ensuite, quelques questions sur les zones dans lesquelles vous avez exercé ce métier. Puis, si le temps nous le permet, parler de la diplomatie dans le contexte actuel, c'est-à-dire la montée de l'unilatéralisme sur quelques fronts. Puis, je laisserai évidemment la place à quelques questions en ligne aussi, si vous souhaitez les poser, n'hésitez pas à nous les adresser par écrit. Donc, Madame l'ambassadrice, commençons. Euh, pour commencer, comment devient-on une bonne diplomate et quelle expérience a été décisive pour vous de votre appréhension d'une situation ou dans la manière de prendre une décision? Merci beaucoup d'abord de l'invitation de l'IREMO. Je suis très heureuse d'essayer de partager une expérience. Je ne sais pas si c'est une expérience de bonne diplomate, mais en tout cas, c'est une expérience de diplomate. Je dois préciser en entrée de jeu que je m'exprime en mon nom propre. Je suis retraitée, donc je suis une ancienne ambassadrice, et je m'exprime en mon nom propre en profitant de la relative liberté de parole que j'ai. Donc ce n'est pas la parole de la France, mais c'est une parole que j'ai beaucoup portée au nom de la France. Euh, donc moi, je voudrais juste faire une petite référence en disant à la Beauvoir qu'on ne n'est pas diplomate, on le devient. Et en fait, après le concours, on a un apprentissage qui est à la fois très rapide, on doit être efficace dès la sortie du concours, et très long, parce que en fait, les réflexes diplomatiques s'acquièrent au fil de la carrière et au fil de la confrontation avec le terrain. Et il me semble que pour ce métier, qui est un métier principalement de contact, il faut plusieurs qualités qui sont en fait des qualités inhérentes à l'amour des contacts humains, hein. C'est-à-dire avoir le contact, avoir le goût de l'autre, de l'ailleurs, et en précisant que l'autre n'est pas nous. Il y a un très bon bouquin de Maurice Gourdon-Montagne, ancien Sherpa du président Chirac, qui s'appelle Les autres ne pensent pas comme nous. Ça paraît une évidence comme ça, mais c'est très important pour voir d'où vous parlez et comment vous parlez avec l'autre, qui ne sera jamais vous, mais qui fait partie de vous, puisque le monde est ainsi extrêmement connecté. Euh, il faut aussi avoir l'envie de résoudre des conflits.
Et dans certains cas, dans le mien, on va chercher le pire. Et donc, on essaye de voir, on choisit ce métier parce que fondamentalement, on pense que la diplomatie est toujours préférable à la guerre et qu'il vaut mieux chercher à désamorcer des conflits plutôt qu'ils n'arrivent. Et pour cela, il me semble que je conseillerais, si j'avais à donner un conseil à de jeunes diplomates, trois qualités fondamentales. La première, c'est la grande curiosité, parce que on va vers un pays, non pas avec des idées simples, mais en essayant par avance de se documenter. L'histoire longue jouant un rôle très important dans les soubresauts actuels et manquant terriblement à ceux qui choisissent d'avoir des victoires rapides parce qu'au fond, si on n'a pas un goût pour l'histoire, un goût pour la langue, un goût pour les habitus des sociétés, on ne saura pas comment on peut dialoguer et trouver en fait un chemin qui nous emmène, malgré nos différences que j'ai déjà soulignées, à savoir se parler et à savoir dialoguer. Et on y reviendra parce que quelquefois, le dialogue est bloqué. Donc ça, c'est la première qualité qui me paraît très, très importante parce que justement, elle nous donne un temps d'avance sur l'événement, sur l'immédiat, parce qu'on peut quelquefois pouvoir anticiper la manière dont nos interlocuteurs vont réagir à tel ou tel propos. Pour faire ça, il faut savoir perdre du temps. C'est l'art de perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire qu'il faut essayer, quand on arrive dans un pays, d'établir un réseau considérable. Et les printemps arabes nous ont appris à élargir considérablement nos réseaux parce que au moment des printemps arabes, on avait des angles morts parce qu'au fond, on n'allait pas très au-delà de ce qu'on appelle habituellement la clientèle des ambassades. Et donc, on a quelquefois manqué de voir des dynamiques qui pourtant se préparaient. Donc, très important de savoir perdre du temps à recevoir, à rencontrer, à essayer de voir où sont les dynamiques, les bouillonnements, pour le moment venu, quand la crise survient, être capable à la fois d'avoir des contacts, mais aussi de savoir parler. Donc ça, c'est la première des qualités. La deuxième, c'est d'avoir une grande capacité d'adaptation. On passe notre temps entre Paris et les pays où on est affecté, donc il faut à chaque fois refaire sa valise, poser sa valise, s'habituer à un autre contexte, à un autre environnement politique. Et ça, cette faculté à changer régulièrement d'environnement, de pays, de langue, de situation est fondamentale. Les équipes changent aussi, donc on ne travaille pas toujours avec les mêmes personnes. Des fois, on tombe sur les Dream Team, d'autres fois non. Donc il faut savoir à chaque fois ajuster. Et ça, c'est une faculté qui est très importante. Et puis, il y a une capacité à anticiper les scénarios possibles. De toute façon, c'est un exercice qu'on fait en ambassade, puisqu'on fait toujours des plans de crise en imaginant tous les scénarios possibles. Mais par exemple, je ne suis pas sûre qu'on avait imaginé ce qui se passe en ce moment dans le Golfe. Et par exemple, de la manière, il y a trois fonctions dans la diplomatie, c'est négocier, représenter et protéger nos compatriotes. Je ne pense pas qu'on pouvait mesurer le changement de portage si rapide dans la manière de protéger nos compatriotes dans le Golfe. Et pourtant, on s'est adapté et on essaye d'y répondre le mieux possible. Donc, il faut savoir être présent au questionnement des personnes qui sont la société dans laquelle, la société et les gouvernements dans lesquels nous sommes affectés en tant que, que diplomates, mais aussi de nos compatriotes français qui ont des demandes particulières. Un autre exemple de cette capacité d'adaptation, c'est ce qui s'est passé au moment du Covid, où moi, il se trouve que j'étais à Malte à ce moment-là et qu'il y avait une double insularité, puisqu'on était dans une île
et que l'île était coupée du monde. Donc il fallait aussi savoir répondre à ces angoisses-là. Et donc, si vous voulez, c'est un métier où on passe du matin au soir à, à 10 000 métiers, que ce soit la négociation, la conversation, rassurer des gens qui ont des situations problématiques, et puis la minute d'après se retrouver à parler avec le gouvernement, puis ensuite aller voir un spectacle pour soutenir la culture. Donc c'est très, 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 très polyvalent, bien au-delà de l'image consacrée de manger des Ferrero. Voilà. En- enfin, la dernière qualité, c'est pas la seule, hein, mais c'est les trois principales que je vois, c'est l'humilité. Parce qu'en fait, aujourd'hui plus que jamais, si on a l'impression quelquefois d'avoir résolu une crise, ça- elle se refait toujours. Mm. C'est-à-dire le monde se fait et se défait en permanence et on a l'impression de progresser dans une négociation et la minute d'après, ou peut-être les jours d'après, on revient en arrière et on recommence tout de zéro. Ça ne veut pas dire qu'il faut ni passer en force, Ouais. ni considérer que eh ben, ça va pas marcher. Il faut au contraire remettre la main à l'ouvrage en permanence et à chaque fois tirer les leçons de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour être en mesure de recommencer. Et à chaque fois, on avance de quelques centimètres, puis on recule. Mais il faut avoir l'humilité de se dire que on n'est pas des champions Ouais. et que la qualité d'une diplomatie ne se mesure pas au succès, mais Ouais. quelquefois à l'absence d'une guerre qu'on n'a pas. Donc on pourra difficilement mesurer ça. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à votre question sur comment on devient un diplomate, en fait, parce que Ouais. je ne sais pas si on peut dire bon ou mauvais, mais et je finirai sur un dernier point, et il est très, très important dans le contexte actuel. Il ne faut jamais oublier les populations. Quelquefois, on a l'impression qu'on a réussi une négociation au niveau gouvernemental et on oublie les bouillonnements de la société. Ouais. Et il se rappelle le plus souvent à nous d'une manière extrêmement violente. Parce que, et c'est un peu malheureusement la tendance du moment, il y a une tendance à effacer la parole, à effacer les desiderata, ou bien de ne se servir que de certaines paroles pour justifier des choix le plus souvent guerriers. Je pense que de remettre les sociétés au cœur de notre action, c'est absolument fondamental. Merci beaucoup. En effet, je trouve que c'est cet élément de qui prend la parole, qui en fait a le plus de voix dans la diplomatie aujourd'hui. Les lignes sont de plus en plus brouillées. En fait, on a une communication. Vous parliez de la crise dans le détroit d'Ormuz. En fait, on entend que la guerre informationnelle entre l'Iran, les États-Unis, à coups de vidéos scénarisées à la manière d'Hollywood, avec cet oubli en fait total des impacts de la crise sur le long terme, sur le besoin du dialogue, en effet, ancré dans l'histoire, ancré enfin voilà, dans la résolution de conflits à plus long terme que juste des victoires éphémères, comme vous le mentionniez. Mais justement, donc, la diplomatie, elle doit réussir à s'adapter, en fait, d'une certaine façon, à ce rythme un peu effréné de la communication, tout en gardant en tête la ligne de mire d'une discussion profonde qui permettra de résoudre des conflits. Comment on fait pour préserver ce temps long dans un univers dominé par une réaction rapide, par l'instantanéité? Alors que, en fait, ce monde s'accélère et que de toute façon, le diplomate lui aussi est plus connecté. Et l'ambassadeur aussi est plus connecté d'ailleurs. Et plus connecté ou plus Et connecté? davantage connecté, pardon, ouais, bien sûr. D'accord. J'espère en tout cas. Donc, d'abord, je pense que c'est très important de mesurer qu'on n'est plus seul sur la scène diplomatique, que Ouais. ce soit les diplomates en poste et aussi nos interlocuteurs. C'est-à-dire que le monde des relations internationales et de la communication est fait d'une multitude Ouais. d'acteurs. Les diplomates dans la grande tradition étaient des missi dominici de leur gouvernement qui arrivaient et qui étaient les seuls interlocuteurs d'un seul pouvoir. Ouais. Aujourd'hui, le paysage, je dirais, est très encombré, mais sûrement pour le mieux, hein. Vous avez vous avez les diplomates de différentes natures, qu'il s'agisse des diplomates bilatéraux, multilatéraux, Ouais. européens. Vous avez les ONG, les entreprises, vous avez
des organismes de diplomatie privée qui discutent avec des acteurs que le diplomate traditionnel ne peut pas toucher forcément. Donc il y a un vaste éventail d'interlocuteurs quand vous arrivez sur place et ça fait partie du travail de décryptage et de réseautage Ouais. que je décrivais auparavant, parce il faut que vous ayez en réalité l'image la plus exhaustive de ça. De l'autre côté, les États sont plus seuls non plus. Hmm. Et on a de plus en plus de ce qu'on appelle des zones grises, Ouais. alors qu'il s'agisse des, euh, des acteurs non étatiques, plus ou moins armés, voire quelquefois des acteurs terroristes. Ouais. Et il faut avoir cette image en tête. De la même manière, et c'est la question que vous posez, vous avez un paysage médiatique qui a totalement changé depuis que j'ai commencé à exercer mon métier. Hier, c'est-à-dire il y a presque 20 ans, on arrivait dans un pays, on avait les trois grands journaux, on avait deux radios, et puis on faisait des réunions de presse avec en recevant de temps en temps les journalistes. Et on faisait peut-être une interview tous les 15 jours, Hmm. et voilà. Et on faisait la revue de presse de l'ambassade qui identifiait quelles étaient les grandes tendances. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez tous les réseaux sociaux, vous avez les réseaux sociaux, y compris les nôtres. On s'est adapté, et vous êtes bien placé pour le savoir, on s'est adapté au monde tel qu'il est aujourd'hui. On parle plus en plusieurs langues, c'est-à-dire qu'auparavant, on parlait en français. Aujourd'hui, c'est absolument majeur, par exemple, pour la zone qui me concerne, de parler arabe Ouais. et d'expliquer en arabe et d'expliquer au mieux en arabe pour essayer justement de créer ce lien qui nous permette de discuter avec l'autre sans être l'autre. Mais c'est important. Et c'est d'autant plus important, cette histoire de communication, qu'aujourd'hui, vous avez, notamment dans la région du monde arabe, la plupart du temps des États, des régimes forts Ouais. et des États faibles et des institutions faibles. Donc il faut pouvoir, si possible, embrasser l'ensemble de la photo pour entendre toutes ces revendications qui passent le plus souvent par les réseaux sociaux. Alors, je le disais déjà, l'information est immédiate, elle est débordante et elle est non filtrée. Ouais. Et ça fait, en fait, elle se passe malheureusement de plus en plus de la réalité des faits. Et ça, c'est extrêmement grave dans la région parce qu'une fake news, ça peut aboutir à un massacre communautaire, etc. Euh, Malheureusement, c'est aussi aujourd'hui le cas en France, hein, puisque si on reprend l'affaire Paty, Ouais. il y a une fake news qui peut aboutir à une action absolument dramatique et terroriste. Donc voilà l'état du monde des médias tel qu'il est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas d'excellents journalistes, etc. Mais il faut pouvoir faire le tri dans tout ça et c'est très important dans notre métier. Alors, le plus souvent, les médias arrivent à faire parvenir la nouvelle qui compte à Paris, bien avant nous. Et avant, on essayait d'avoir une certaine compétition sur comment la nouvelle arrivera la première sur le bureau du ministre, puisque c'est une partie importante de notre travail au quotidien. Mais au fond, ce qui est important, c'est comment on traite l'information. Et là, il y a une grande différence entre les réseaux sociaux Ouais. et nous. C'est-à-dire, ce qui compte en tant que diplomate, c'est ni la vitesse, ni le scoop, même si c'est important quand même de rester capable de transmettre une information en temps réel, mais c'est de savoir situer l'événement dans son contexte, qu'il soit vérifié, qu'il soit croisé avec plusieurs sources, qu'il soit contextualisé et qu'il soit mis en perspective. Tout ça pourquoi? Pour être capable de favoriser une décision. Ouais, Parce bien sûr. que pourquoi est-ce qu'on reporte l'état d'un pays? C'est pas tout simplement pour le plaisir d'être au courant de tout. Non, c'est pour aussi définir quelle peut être une réponse diplomatique ou une absence de réponse diplomatique. Et voilà, ça c'est très important de, de comprendre qu'on ne fait pas tout à fait les mêmes métiers, même si
nous sommes naturellement des amis sur le terrain et que les journalistes, quand ils sont à l'étranger, viennent régulièrement nous voir et que, inversement, nous sommes très en contact avec le monde de la presse, de la communication et des médias et que, il y a en général, quand il s'agit d'une ambassade de taille moyenne, un attaché de presse ou voire un conseiller de presse qui Et de communication. entretient et de communication, pardon, qui entretient ce réseau en permanence. Ouais. Et comme je vous le disais, une adaptation, encore une fois, la capacité d'adaptation à, à savoir se servir des outils des réseaux sociaux. Ouais, bien C'est pas sûr. évident pour tout le monde, hein. À passer un certain âge, on a quand même pas mal de difficultés, mais on apprend. Et certains ambassadeurs s'illustrent très bien d'ailleurs à Voilà. l'exercice, donc ça peut être appris aussi. Justement, sur cette difficulté de construire un réseau, vous avez été ambassadrice pour la Syrie, qui est quand même une expérience professionnelle assez singulière. Je vous demanderai déjà de définir ce que veut dire ambassadrice pour la Syrie, parce que c'est quand même un moment particulier de notre diplomatie dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Euh, et ensuite, ma question, c'est comment on travaille en tant que diplomate lorsque les liens avec les autorités du pays d'accueil sont coupés, ce qui s'est passé en France à partir de 2012, puisque la France a décidé de rompre ses liens diplomatiques avec le régime de Bachar el-Assad. Oui, sur ces deux questions-là, qu'est-ce que veut dire ambassadrice de France pour la Syrie pour commencer, et comment travaille une ambassadrice pour un pays? Alors, ambassadrice pour la Syrie, c'est vrai que c'est un métier un peu particulier Ouais, et que là, je rajouterais une qualité à ce que doit être un diplomate, c'est être créatif et inventif. Parce qu'en fait, vous avez une situation et il faut savoir pourquoi cette situation existe. Par exemple, comprendre pourquoi on a rompu les relations avec le régime de Bachar el-Assad. Il y a plusieurs raisons, elles sont connues, mais je les répète pour certaines. ouais. C'est le refus de continuer à reconnaître un pouvoir qui agissait contre son peuple, qui le massacrait, qui était auteur de crimes de guerre absolument dépassant l'entendement. Un régime qui refusait tout type de négociation, qu'il s'agisse à la fois des Nations Unies et des pays qui voulaient en quelque sorte euh, retrouver ou pousser le régime de Damas à évoluer et à changer, et même de ses amis. C'est-à-dire que les Russes s'y sont essayés, les Turcs s'y sont essayés à une époque quand ils sont passés du statut d'opposant au régime à Ouais, essayer de raccommoder les morceaux. En gros, et je le disais quand j'étais ambassadrice, Bachar était le meilleur ennemi de la normalisation, ouais. puisqu'il ne cédait sur rien. Une autre raison pour laquelle la France avait rompu ses relations diplomatiques, c'est que avant le conflit, il y avait déjà eu des tentatives de normalisation avec le régime de Bachar el-Assad qui s'étaient soldées par des échecs cuisants. Par exemple, quand le président Chirac a voulu parier sur le jeune Bachar réformiste avec une image d'ophtalmo formé à Londres, etc. Donc dans Il les a, années 2000, dans comme les vous années disiez, Bachar. 2000, il a vraiment essayé de restaurer une relation qui était compliquée en faisant un certain nombre d'initiatives, dont la création d'une ENA, etc. Et le résultat des courses, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est que 5 ans après cette ouverture, Rafik Hariri était assassiné au Liban, très probablement avec l'aide des services syriens. Ça, c'est la première tentative qui s'est soldée par un échec. La deuxième, c'était celle du président Sarkozy, qui voulait Mhm. faire de l'anti-Chirac et qui, après une période de glaciation entre la France et la Syrie qui a suivi l'assassinat de Hariri, Qui était donc le premier ministre libanais à voilà, l'époque. euh, a voulu lui aussi normaliser les relations avec la Syrie. Et de nouveau, on est reparti dans une relation chaude. L'objectif, à l'époque, c'était le Liban et Ouais. essayer de réduire la main du Hezbollah et de l'Iran au Liban, sur laquelle la Syrie avait une large Ouais. autorité.
Et le résultat des courses, et moi à ce moment-là j'étais en poste au Liban, D'accord. c'est que en mai 2008, le Hezbollah occupe une partie de Beyrouth qu'il n'occupait pas jusqu'à présent. Et il y a eu une mini-guerre, encore une, au Ouais. Liban, qui s'est soldée. Donc si vous voulez, je vais m'exprimer un peu trivialement, on avait déjà donné Ouais. dans le domaine de la normalisation sans résultat. Donc voilà, ça c'est pour répondre à la question pourquoi on n'avait pas de relation. À partir de là, il faut voir comment vous arrivez à représenter votre pays et surtout à créer le lien avec les Syriens. Parce qu'en fait, ambassadrice pour la Syrie, ça veut dire ambassadrice pour les Syriens. Ouais. On a fait le pari que il ne fallait pas abandonner le peuple syrien en lutte contre un pouvoir inique, meurtrier, criminel, etc. Et on a fait au mieux qu'on pouvait pour accompagner cette société dans ses différentes facettes. Alors ça voulait dire un travail en gros euh, au- dans différents cercles. Alors, il y avait d'abord essayer de toucher le maximum de Syriens, qu'il s'agisse des Syriens de l'intérieur, et dans chaque région, on avait une manière de faire. Par exemple, on se rendait au nord-est syrien parce que c'était un territoire dans lequel on pouvait se rendre. On ne se rendait pas au nord-ouest syrien où, à l'époque, HTC, aujourd'hui au pouvoir à Damas, exercer son autorité on ne se rendait pas non plus dans les zones du régime, ce qui aurait valu normalisation en fait. Mais on avait néanmoins des contacts avec tous ces Syriens-là par le biais de relations ancrées de longue date de notre travail humanitaire. Et on essayait à chaque fois de faire très attention, et ça c'est le plus important, de ne pas mettre nos interlocuteurs syriens en danger. Parce qu'à partir du moment où ils étaient vus comme soutenus par la France, ça pouvait les mettre en danger d'être emprisonnés et de subir un sort vraiment pas enviable. Donc, connaissance du terrain, approche différenciée selon les territoires. Donc ça, c'est pour les Syriens de l'intérieur. Les Syriens qui étaient réfugiés dans les pays alentours, Liban, Jordanie, Turquie principalement, nous les visitions et nous soutenions leurs actions et leur travail d'accompagnement de la transformation syrienne. Et puis, il y avait les Syriens de la diaspora. On Ouais. a accueilli en France pendant longtemps ce qu'on appelait des boursiers de l'Élysée. Ouais. Et je me rappelle avoir organisé à Paris une réunion de ces boursiers syriens qui sont venus dans les 10 dernières années et c'était absolument impressionnant. C'est-à-dire que c'était des jeunes Syriens qui, la plupart du temps, apprenaient le français Ouais. en moins d'un an et se retrouvaient très, très compétents dans leur domaine de choix. Je me rappelle en particulier de deux jeunes Syriennes, une spécialiste en nanotechnologie, D'accord. l'autre en images satellitaires, et qui n'avait rien à envier et qui nous expliquait ça dans le meilleur français. Donc ça, c'est pour l'accompagnement des Syriens. Le pari, c'était qu'il fallait préparer la relève. Ouais. Et à cette époque-là, il fallait y croire parce que franchement, il n'y avait aucun facteur d'espoir pour les raisons que j'ai invoquées plus haut, qui sont le fait que Bachar ne voulait absolument pas changer. Donc, et changer surtout son attitude et arrêter les crimes de guerre. C'était le cas jusqu'au bout finalement. Voilà. Et donc ça, c'est pour le travail auprès des Syriens. Il y avait aussi tout le travail de négociation Ouais. qui s'exerçait à différents niveaux, que ce soit avec les pays voisins, les pays régionaux qui avaient un poids sur la Syrie, donc Arabie Saoudite, Égypte, Turquie. Jordanie, Turquie, enfin tout le voisinage de la Syrie, les Émirats, enfin tous ceux qui avaient le Qatar. Donc on passait beaucoup de temps dans l'avion. J'avais l'habitude
de dire que j'étais une ambassadrice volante, mais pas voleuse. Et donc, voilà. Et puis, il y avait un troisième cercle qui était la négociation internationale. Ouais. Donc, pas mal de réunions à Paris, mais aussi à Washington, à Londres, à Genève. Le travail aussi avec l'équipe des Nations Unies qui tentait la négociation. Voilà, c'est ça le quotidien d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice auprès d'un pays quand les relations diplomatiques ne sont pas possibles sur le champ. Très bien. Donc finalement, une diplomatie un peu plus large qui sort des frontières habituelles. Et d'ailleurs, c'est des habitudes que vous n'avez pas perdues, puisque vous me disiez la dernière fois que vous étiez retourné plusieurs fois en Syrie, où aujourd'hui en fait, prend forme un peu cette construction progressive d'une alternative au régime de Bachar el-Assad, mais qui cette fois prend ses racines petit à petit à Damas et dans d'autres villes du pays. Euh, Est-ce qu'il y a une place en fait dans cette construction pour la diplomatie française et européenne, puisqu'aujourd'hui il faut aussi réfléchir en européen? Et quel regard ces militants, ces activistes, enfin voilà, ces gens qui ont occupé diverses fonctions à l'étranger portent aujourd'hui sur la réflexion étrangère sur leur propre pays? Ce sont des gens qui ont été marqués par des ingérences très très larges, bon, de plusieurs pays qu'on connaît, la Russie, l'Iran notamment. Il doit y avoir une forme de méfiance en fait à l'égard de tout ce qui est étranger, parce que cet étranger a contribué en tout cas à la continuité de la guerre et des conflits sur leur pays. C'est une vaste question. C'est une On vaste pourrait faire question. Voilà. une interview en soi-même. Oui, je suis retournée 2 fois en Syrie. Tout à fait incognito et pas du tout porteuse d'une mission, juste Vous parce aviez déjà cessé vos fonctions à l'époque. j'avais cessé mes Voilà. fonctions, j'étais à la retraite et je suis allée une première fois en janvier 2025, Ouais. donc un mois après la chute du régime, et une deuxième fois là en janvier. Et bien m'en a pris parce que je ne sais pas si ça aurait été possible là maintenant. Donc voilà. Ce qui m'a frappé, et je dois souligner ça, c'est que connaissant la Syrie vraiment bien, puisque je n'y ai pas été en poste, mais je l'ai beaucoup fréquentée, à la fois quand j'étais basée en Jordanie comme chercheuse et aussi quand j'étais en poste au Liban. Ce qui m'a frappé la première fois et qui m'a refrappé cette fois-ci, c'est que il y a quelque chose de absolument différent du régime de Bachar el-Assad, c'est que les gens parlent. Et les gens parlent sans peur et ils ne se retournent pas pour dire ce qu'ils ont à dire. Et ils critiquent et ça, c'est conservé jusqu'à maintenant. J'espère que ça le restera le plus loin possible. Mais c'est énorme parce que Michel Seurat a décrit l'état de barbarie Ouais. syrien hein, et qui était aussi un état de surveillance. C'est-à-dire que le frère se méfiait de son frère, la fille se méfiait de son père. Donc cette observation, elle est fondamentale. Et c'est un facteur d'espoir. Et d'espoir notamment de ceux qui se sont révoltés depuis 2011. Mais c'est un espoir qui demande beaucoup de lutte encore, parce Ouais. que le changement de régime n'est pas celui dont les révolutionnaires ont rêvé, loin de là. Comment dire, il est, il est confronté à une tâche considérable, un pays très détruit, une population qui a 90% en dessous du seuil de pauvreté, des ruines, des services publics qui n'existent plus, des corps et des âmes brisées. Ouais. Et bien sûr, la levée des sanctions, mais des promesses économiques qui tardent à venir et qui, compte tenu de la situation de la région, vont sans doute être difficiles à concrétiser rapidement. Malgré la levée Mais des sanctions européennes malgré et américaines. des américaines Ouais. principalement, qui posaient un problème énorme. Donc, d'énormes défis à relever. D'abord, celui de la sécurité. Il y a 30 000 personnes, à ma connaissance, entre l'armée et les services de sécurité, dont 10 000 étrangers. Ouais. Il y a, vous tenez pas un pays avec ça. Donc ça, c'est la première des, le premier des défis, le second, le défi économique que je viens de décrire. Et le troisième, le plus important, c'est de faire pays, de faire nation,
alors que le pays a été complètement fragmenté, que aujourd'hui il y a des vengeances confessionnelles qui sont inscrites loin dans l'histoire. C'est là où, quand je disais auparavant qu'il faut vraiment connaître l'histoire, tout n'est pas né de la transition. La difficile gestion de la question des différentes composantes de la société syrienne, elle n'est pas nouvelle et elle date de la constitution de la Syrie. On est dans un cycle où il y a une forme de revanche permanente. Aujourd'hui, c'est la revanche sunnite. Hier, c'était la revanche alawite. Et donc, ça, il faut avoir en tête l'histoire du pays. Donc, des défis considérables, mais aussi des ressources très importantes, et notamment des ressources chez ces Syriens qu'on a accompagnés tout au long de cette révolution et de la guerre, qui sont extrêmement bien formés, motivés, quelquefois découragés, mais pour ceux qui ont décidé de contribuer au destin de leur pays, agissent comme ils peuvent dans une période que j'appelle, moi, une période assez plastique, c'est-à-dire que le, pour l'instant, le régime de Shara a réussi son pari international, c'est-à-dire de réinscrire la Syrie dans le concert des nations, mais de là à faire nation en interne, on n'en est pas là du tout. Euh, et c'est dans cette période que ceux qui veulent changer la Syrie et aboutir à une Syrie qui, au plus proche de leur aspiration, peuvent user de la plasticité du régime. Je vous donne deux exemples seulement, hein. Le premier, c'est que quelques jours après la transition, il y a eu une prise de parole d'un ministre. Ouais. Et derrière le ministre en question, il y avait le drapeau syrien et l'ancien drapeau de HTS. Il y a eu une levée de bouclier sur les réseaux sociaux. Le drapeau a disparu très très vite. Le deuxième exemple, il est très récent. Il y a eu un décret il y a 10 jours qui régule les ventes d'alcool Quartier euh, chrétien. au quartier chrétien en utilisant une loi très ancienne. Euh, et là aussi, il y a eu une levée de bouclier. C'est pas, alors, pour l'instant, le pouvoir n'est pas revenu en arrière, mais ça fait débat. Ouais. Et c'est ça que j'appelle la plasticité, c'est-à-dire que ceux qui sont engagés, il y en a beaucoup, peuvent pousser les murs pendant quelque temps, je ne sais Dialogue. pas combien de temps, Ouais. mais c'est ce qui fait de la Syrie d'aujourd'hui euh, presque un laboratoire qui est particulièrement intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a une place pour la diplomatie française et européenne dans ce contexte? Je ne vais pas dire le contraire. Ça On serait, espère. ça serait renier le, le combat qui est porté pendant toutes ces années. D'abord, on a une relation de voisinage Ouais. très importante, une connaissance de l'histoire et de l'histoire dans toutes ses formes, qu'elles soient archéologiques, politiques, culturelles, etc. Des liens très anciens, des échanges humains et commerciaux, et des intérêts communs en termes de stabilité, de lutte contre le terrorisme, mais aussi pour justement trouver cette formule extrêmement complexe et qui pose question dans la société française aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait coexister plusieurs composantes. Et là, il y a presque un effet de miroir. Donc, évidemment, il y a une place pour la France. Je veux croire que le fait qu'on ait résisté jusqu'au dernier moment à la normalisation est un atout. C'est-à-dire qu'on n'a jamais cédé aux sirènes pendant que le régime essayait par lassitude de la communauté internationale, de pousser à la normalisation. La France n'a jamais cédé. Et jusqu'au Mm. bout, on a été assez constant sur ce dossier plus que d'autres. Et donc, c'est un atout. En ce qui concerne l'interférence, j'aime bien la formule de Henri Laurence, qui fréquente ces lieux, je pense, qui dit qu'on demande l'interférence pour mieux dénoncer l'ingérence. Et c'est assez souvent le cas dans cette région. C'est un véritable sujet. En fait, il n'y a aucun pays qui est une île, Ouais. et la Syrie encore moins que d'autres. Regardez l'environnement de la Syrie et vous comprendrez.
vous comprendrez qu'elle n'est pas une île. Le problème aujourd'hui, c'est que, et ça a été le problème dans la guerre civile aussi, enfin, il y a tout un débat sur le fait est-ce que c'était une guerre civile ou une guerre qu'il ne faut pas qualifier comme ça. On ne va pas étendre le sujet aujourd'hui, mais l'ingérence ou l'interférence, c'est, comment dire, presque une donnée des relations internationales. C'est-à-dire il y a une relation internationale, à partir de quel moment elle devient ingérence, Mm. interférence, ça va un peu dans tous les sens. L'enjeu aujourd'hui, c'est que, comme je le disais, et c'est pas seulement le cas de la Syrie, là, la Syrie, elle est écrasée par la reconstruction à entreprendre, le fait que si on veut faire rentrer les 6 à 7 millions de réfugiés qui sont à l'extérieur de la Syrie, il faut qu'ils rentrent quelque part. Je lisais avec intérêt hier la visite d'Ahmed Shara à Berlin. Mhm. Et le chancelier qui dit que presque 800 000 Syriens pourraient rentrer quand on s'est baladé un peu en Syrie, là, ce qui est mon cas, je vois pas où ils peuvent rentrer Ouais. parce que des villes entières sont des carcasses dont on a vraiment détruit tout, y compris enlever les tuyaux de cuivre qui permettaient d'arriver l'eau, etc. Donc, il y a une faiblesse énorme, un pays à reconstruire, une économie par terre, une population meurtrie. Et là, il y a des vraies interférences. Euh, elles sont importantes, que ce soit la Turquie, des pays sunnites qui veulent peut-être faire de la Syrie une certaine revanche sunnite, mais il y a aussi, et je pense que c'est le principal spoiler, et là je parle en mon nom, les tentatives israéliennes. On a vu que, ils ont occupé dès le lendemain de la chute du régime un territoire qui fait, selon les géographes, à peu près 3 fois la surface de Gaza. Ouais. Et puis, ils ont mis à bas toutes les capacités de défense. Mm. Donc, dans une politique qui est celle de qu'ils conduisent actuellement, qui veut qu'ils soient absolument incontestables sur le plan militaire, dans leur supériorité militaire dans la région. Et ce n'est pas pour, comment dire, aider le pays à faire nation, il y a aussi une relation de clientélisme Ouais. avec certaines communautés qui fait que ça complique encore les choses. Donc, on est dans un grand jeu, Ouais. un peu à la manière de ce que décrivaient les analystes au moment de la question d'Orient à la fin de l'Empire ottoman. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir en mémoire cette histoire. Il y a en fait du recyclage de questions, mais voilà comment je lis ce duo relation internationale, ingérence, interférence qu'il faut suivre et essayer d'aider les Syriens à pouvoir être maîtres de leur destin, mais c'est pas une chose facile. Alors, moi, j'ai une petite question parce qu'on vient d'évoquer la Syrie. Donc, comme vous l'avez dit, vous vous êtes rendu en Syrie après la chute du régime de Bachar. J'aurais une question concernant les perspectives de diplomatie de la France. Comment il est possible pour une nation comme la France d'avoir un dialogue, bon, avec un nouveau dirigeant, mais qui était notamment membre de groupes terroristes? Comment la France dialogue avec une situation pareille, qui est assez délicate? Ben, je crois que la réponse est dans la question, hein, c'est-à-dire que anciennement terroriste, il y a eu déjà une évolution importante avant l'arrivée au pouvoir de Chara. 2017 est une date importante puisqu'ils abandonnent le combat pour le djihadisme international. Il y a des très bons chercheurs qui sont passés sur ce plateau qui ont documenté ça dans un ouvrage. Je parle ici de Patrick Henny et de Jérôme Drevon, qui ont fait un excellent bouquin sur le fait que ce mouvement terroriste a été transformé en quelque sorte par la société dans laquelle il vivait. Donc là, il y a déjà une première évolution, c'est-à-dire que le groupe
qui arrive au pouvoir en 2024 n'est pas le groupe qui fonde Jabhat el-Nusra en 2013, dans ces années-là. Mais évidemment, il y a un dialogue exigeant qui doit comment dire, être entrepris. Et la meilleure, si vous voulez, la meilleure preuve qu'il y a un dialogue exigeant, c'est que ce groupe anciennement terroriste et qui a renoncé au djihad international, aujourd'hui participe à des actions antiterroristes avec la coalition internationale de lutte contre Daesh et que, au fond, ça, c'est la preuve par les faits qu'il y a un changement de posture. Ça ne veut pas dire que ce groupe ne reste pas radical, islamiste, etc. Mais ce que voient les analystes aujourd'hui, c'est plus le risque autoritaire que le risque de radicalité. Un des risques les plus importants auxquels fait face aujourd'hui le pouvoir de Sharia, c'est la radicalité sur sa droite, c'est-à-dire des groupes beaucoup plus radicaux qui estiment qu'il a déjà beaucoup mis de l'eau dans son vin, si vous me permettez cette expression dans ce contexte précis, et qu'il faudrait revenir à l'origine du mouvement. Donc voilà, c'est cette évolution. Mais je résumerai ça en un terme qui est l'exigence, et l'exigence absolue, parce que nous ne pouvons pas être complaisants là-dessus. Et la sécurité, aussi bien de la Syrie que de la sécurité européenne, en dépend. J'ai deux questions, j'essaierai d'être vite. La première, qui peut-être est la moins importante, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle est votre marge de manœuvre? Vous avez très bien indiqué que entre les diplomates et l'ambiance des ambassades et la société, il y a un décalage et que c'est vraiment plus grand maintenant. Grand maintenant. Euh, la deuxième question, c'est est-ce que vous estimez ou dans quelle mesure vous voyez que les événements comme le Bataclan, mais aussi le climat actuel en France par rapport à l'Israël et la Palestine, cette attitude, je parle du Bataclan parce que c'est une attitude envers tous les pays qui ont été taxés de terrorisme et tous les groupes. Est-ce que cette ambiance, dans quelle mesure est-ce que ça influence euh, les enjeux des négociations avec euh, des régimes avec qui vous avez un contact? C'est-à-dire que les groupes terroristes n'ont pas de statut souvent officiel, étatique, comme vous avez dit. Donc, pour la France, qui, pour moi, est virée à droite de manière surprenant, mais épouvantable. Mais je comprends parce que je suis américaine et le 11 septembre a fait la même chose chez nous. Donc, cette attitude envers les musulmans, en général, est-ce que ça influence votre marge de manœuvre? Merci. Peut-être donc deux questions. Donc une, comment la diplomatie s'inscrit dans une politique sociale un peu plus générale comment les événements en France marquent la diplomatie française? Et la première, le décalage, comment on comble le décalage initial entre un ambassadeur et le peuple en raison de l'absence de réseau, de terrain un peu novateur, c'est bien ça? C'est-à-dire, vous avez de l'expérience sur le terrain et vous devez négocier, vous devez parler avec des responsables, les dirigeants. Quelle est votre manœuvre quand vous voyez que les choses ne vont pas comme les dirigeants croient ou espèrent? Merci. Vous posez beaucoup de questions en même temps. Je vais essayer de répondre de manière rapide. La première, c'est que on n'est pas. J'ai dit qu'on n'était jamais seul. On n'est pas seul non plus à décider quand on est en poste dans un pays. On part avec des instructions qui sont travaillées en amont par notre administration
et qui nous donne instruction de conduire telle ou telle politique sur place. Donc ça, c'est la première chose. Vous n'êtes pas un élément, un électron libre. Vous représentez votre pays et vous avez une ligne à tenir, une ligne diplomatique à tenir. Maintenant, si on envoie des ambassadeurs et des équipes diplomatiques sur le terrain, c'est aussi parce que le terrain, c'est très important. Donc, ces instructions qui sont vos instructions de départ, c'est à nous de les adapter à des changements, mais pas tout seul, encore une fois. C'est-à-dire que on porte à la connaissance de nos autorités tel ou tel changement, telle ou telle incompréhension, tel ou tel, au contraire, des fois, il y a des choses positives. Et à partir de là, on réexamine les choses et on fait éventuellement une inflexion. Donc, on n'agit pas tout seul. Et ça, c'est pour répondre à votre première question. La deuxième sur les sociétés en regard, c'est-à-dire ce qui se passe en France versus votre présence dans un pays à l'étranger. Bien évidemment que, si vous voulez, les événements en France ou l'évolution de notre propre pays jouent un rôle dans la conduite des relations internationales et de la diplomatie. Pour autant, je pense que ce qui compte, c'est le message qui, jusqu'à maintenant, est le nôtre, et j'espère qu'il le restera longtemps, c'est-à-dire la croyance dans le droit international, dans la dignité des peuples. En gros, le message qui est celui de la France sur et je vous dis, j'espère qu'il restera longtemps celui-ci. En tout cas, c'est celui que j'ai essayé de porter quand j'étais en poste. Et enfin, sur la troisième question, c'est-à-dire le décalage entre votre fonction et les populations auprès desquelles on est représentant de notre pays, je crois que j'ai dit exactement le contraire de ce que vous avez sans doute entendu. Je crois que en ce qui concerne la région arabe, les printemps arabes, comme on les a appelés, nous ont donné de belles leçons. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, mais pas seulement les diplomates, les journalistes, les chercheurs, etc., n'ont pas vu venir les bouleversements qui se sont passés en 2011. Parce que justement, on avait entre guillemets, des publics peut-être un peu restreints, restreints aussi par le fait que l'usage de la langue arabe, par exemple, n'était pas aussi répandu dans les équipes diplomatiques. Néanmoins, on a fait des adaptations là. Et justement, aujourd'hui, on a des réseaux vraiment importants qui nous permettent justement d'anticiper. Parce que, encore une fois, on n'est pas seul et que la diplomatie, c'est plus l'exercice d'une conversation entre des États entre eux. C'est aussi une conversation à multiples facettes et qui doit pouvoir anticiper justement le bouillonnement de ces sociétés. Et ces bouillonnements sont extrêmement importants, comme on le voit au moment précis. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention que j'ai attrapée un peu en retard. C'est passionnant, très intéressant. Je me permettais toutefois une remarque plus qu'une question. Sur la croyance au droit international, c'est vrai que la diplomatie française aujourd'hui est devenue assez illisible. On a quand même l'impression comment dire, d'un attachement au droit international en fonction des intérêts nationaux, des intérêts du gouvernement d'ailleurs, plus que de l'État. Et par rapport à Ahmed Shara, moi ce qui m'interroge, c'est que le nouveau statut du président syrien, là, du chef d'État syrien, donc anciennement considéré comme un criminel terroriste, euh, est-ce que vous pouvez entendre par exemple que ça envoie un signal particulièrement négatif ou en tout cas trouble dans d'autres pays, pour d'autres situations? Je pense notamment à la Tunisie, d'où je suis originaire par ailleurs, euh, qui a tristement été le premier exportateur de combattants vers Daesh, donc vers la Syrie et vers l'Irak. Et du coup, ce nouveau statut de Chara a fait que ça devient difficile de faire entendre la possibilité justement d'un,
qu'il soit porté devant les tribunaux, y compris internationaux, et donc une forme de justice s'applique à son égard. C'est comme s'il échappait, malgré les gages dont vous parlez, c'est comme s'il échappait quelque part à la justice internationale. Et les conséquences, je pense, en tant que message politique, auront un impact en dehors de la Syrie, puisque vous savez très bien que le conflit s'est passé en Syrie et en Irak, mais qu'il a impacté énormément de pays autour, et notamment les pays qui ont exporté puis réimporté des combattants qui aujourd'hui parfois sont passés sous les radars de la surveillance et dont on ne sait pas de quoi ils seraient et sont capables demain. Et on l'a bien vu avec les attentats dans différents États. Je vous remercie, pardonnez-moi pour la longueur de la remarque. Sur le droit international, Oui, c'est donc sur le droit international, donc en mon nom propre, je pense qu'on doit être beaucoup plus exigeant sur le droit international et pour, si vous voulez, la cohérence de notre regard diplomatique et de la nécessité de revenir toujours au droit international en toutes circonstances. Je m'arrêterai là dans ma remarque, mais elle dit tout, c'est-à-dire que je pense qu'il est de l'intérêt de la diplomatie française et européenne d'être le plus cohérent possible et de défendre le droit international dans tout type de situation, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais des gens comme moi et d'autres personnes qui sont passées par la diplomatie et qui sont aujourd'hui retraités usent de leur liberté de parole pour justement estimer que c'est notre crédibilité qui est en jeu dans cette affaire. Donc je vous parle tout à fait franchement et en mon nom propre, mais on a des prises de parole régulières sur ça. Pour votre deuxième question, c'est une question complexe, mais j'y ai en partie répondu, c'est-à-dire que le, le groupe dont faisait partie Shara a fait en quelque sorte un aggiornamento depuis 2017. Dès 2017, d'ailleurs, il participait, je crois, aux côtés des Américains à lutter contre des éléments de Daesh qui se promenaient dans la région où il avait institué un gouvernement local, le gouvernement du salut. Et puis aujourd'hui, je vous ai cité son entrée qui n'a pas du tout été évidente dans la coalition internationale contre Daesh, qui est pour les Occidentaux qui le reçoivent, il n'y a pas seulement la France, hein, il a été reçu à Londres, il a été reçu il y a quelques jours ou même hier en Allemagne. Qui est une preuve concrète de l'évolution et de l'engagement de M. Joulani, qui est devenu aujourd'hui M. Chara, de son évolution claire sur ce dossier-là. Je passe à la question, je comprends tout à fait le souci tunisien, parce qu'il se trouve que moi j'ai vécu en Tunisie à un moment où je représentais la France pour la Libye. J'étais basée entre Tunis et Tripoli, et on a ramené petit à petit l'ambassade à Tripoli. Donc j'étais en Tunisie quand beaucoup de djihadistes tunisiens partaient en Syrie, donc c'est un vrai souci. Et donc je comprends le sens de votre question. Mais le meilleur moyen pardon, je reprends la question. Vous avez parlé de justice. Une des priorités françaises et européennes qui existait avant et après aujourd'hui, c'est le besoin d'une justice transitionnelle en Syrie. Et cette justice transitionnelle, elle ne s'adresse pas seulement au régime de Bachar el-Assad et de ses sbires. Et je vous rappelle au passage que les plus grands crimes ont été commis par le régime de Bachar el-Assad. À titre d'exemple, 130 000 disparus qui, malheureusement, jusqu'à ce jour, ne sont pas réapparus, hein. On a trouvé des fosses communes, il y a des charniers, etc. À peu près l'équivalent de prisonniers qui ont été libérés au moment où le nouveau régime a été mis en place. 500 000 morts, attaques chimiques, la liste est très longue, je ne vais pas la faire aujourd'hui.
La justice transitionnelle doit traiter aussi bien des crimes de ce régime de Bachar el-Assad que des autres crimes commis en Libye. Et là, il y a quand même des procédures. Il y a des agences des Nations Unies qui ont été créées exprès pour rassembler les preuves et fournir la documentation qui sert au procès qui se mettent petit à petit en place. Alors, il y a eu le célèbre procès à Coblence, il y a eu quelques procès en France déjà, et je pense que vous avez raison de dire que la justice doit s'appliquer à tous. Maintenant, il y avait des sanctions contre le pouvoir actuel qui ont été levées. Ces sanctions étaient des sanctions des Nations Unies et des sanctions américaines. Elles ont été levées et, à ma connaissance, on ne lève pas des sanctions facilement si on n'a pas de preuves de changement profond de comportement. Les sanctions, en général, de toute façon, c'est un système qui permet de sanctionner pour changer une attitude et qui peut être levé. C'est pas quelque chose de définitif. J'espère que j'ai répondu en partie à cette question complexe, mais il faut sans arrêt, encore une fois, sur ce sujet-là, remettre la main à l'ouvrage. Et si je peux ajouter, la France aussi mène un travail de coopération bilatérale avec le ministère de la Justice syrien, Absolument. avec les procureurs, pour faire en sorte de mener des actions et d'accompagner aujourd'hui les Syriens dans voilà, comment on récolte toutes ces preuves et comment on en fait en fait une justice crédible et qui serve à la reconstruction du pays. Voilà, et j'ajoute, puisque vous y faites référence, il y a eu récemment une visite importante hein, pour justement pousser la coopération des équipes du ministère de la Justice syrien en France et voir comment on pouvait faire la coopération la meilleure. Pour mémoire, il y a eu quand même, la France a été le pays qui a permis que soient transmis aux autorités compétentes les documents César qui documentaient 50 000 cas de torture, de mort sous la torture, qui est un dossier énorme et on n'a pas encore identifié toutes les victimes, qui avait donné, devant l'horreur du crime, la mise en place de sanctions qui s'appelaient les sanctions César, justement, le César Act qui a été mis en place par les Américains. Donc c'est un sujet très important et il faut continuer de s'y pencher sans faire de distinction envers les perpétrateurs. On avait une question par écrit sur vos différentes expériences. Est-ce que, bon, il y en a une que vous avez préférée ou bien une, j'imagine que c'est difficile quand on a, quand on a vécu ce que vous avez traversé, mais voilà, peut-être que vous voulez nous faire part d'un pays qui vous a touché ou bien d'une rencontre ou enfin, voilà, un truc, une expérience personnelle au travers de votre carrière. C'est la question piège, parce qu'en fait, si je dis quelque chose, tous les autres vont être Vous êtes fâchés. testé. Non, Si, Paris, c'est super, non? toutes les expériences que j'ai eu la chance de vivre ont été absolument passionnantes, y compris Malte, qui, quand on m'a nommé pour aller à Malte, certains m'ont dit, tu vas t'ennuyer, il va y avoir aucune visite ministérielle, il va rien se passer, etc. J'ai eu 6 visites ministérielles, une visite présidentielle, deux crises du Covid à gérer et un très important dossier sur des migrants qui prenaient la route de la Méditerranée, plus euh, une, une interrogation sur la mort de cette journaliste assassinée à Malte qui dénonçait un système de corruption. Donc, dans toute fonction, vous trouvez un intérêt et quelque chose à faire. Maintenant, puisque je veux parler le langage de la vérité, je crois qu'il y a un dossier exceptionnel que j'ai eu à traiter, c'est celui de la Syrie, plus parce qu'il s'est passé que le reste. C'est-à-dire que il est rare dans une carrière diplomatique que vous voyez quelque chose en train de se faire. Ouais. Et là, c'était à la fois quelque chose en train de se défaire et de se faire. Et il fallait avoir la foi chevillée au corps pour continuer de dire à mes interlocuteurs, croyez-y, il va y avoir un jour nouveau pour la Syrie, etc. Quand il y avait
absolument aucune raison objective d'y croire, sauf d'avoir confiance dans les Syriens. Mm. Et ça, il se trouve que Bachar el-Assad, c'est très personnel ce que je vais vous dire, est tombé le jour, quelques heures après mon anniversaire. C'était le plus beau cadeau. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais deux questions. Euh, la première, c'était, vous avez parlé justement de tensions intercommunautaires, d'un climat qui demeure explosif, avec une population voilà, qui a vécu une guerre pendant des dizaines d'années, qui est prêt à reprendre les armes. Je pense enfin, à toutes les tensions et les combats qui ont eu lieu ces 2 dernières années, comme Soueda, les tensions avec les Kurdes. Et je me demandais, on a aussi, voilà, on peut penser que Ahmed Chara arrive à maintenir une certaine stabilité, mais ce n'est pas pour autant qu'il contrôle que ce soit, en fait, toutes les régions syriennes. Enfin, ce n'est pas du tout le cas, et même qu'il contrôle l'ensemble des ambitions de ses propres forces. Et je me demandais, est-ce qu'il y avait des opportunités où il existe déjà des voies où la communauté internationale pourrait jouer ce rôle de médiation intercommunautaire? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, elle concerne un sujet qui est très sensible en France et en Europe, qui concerne justement les enfants et les femmes des combattants djihadistes qui restent qui restent en Syrie, dont certains enfants d'ailleurs, il y avait eu certains articles qui parlaient justement de certains enfants qui avaient été emmenés en Irak pour être jugés. Donc on parle de gens enfin de jeunes enfants qui sont mais qui n'ont pas de responsabilité vis-à-vis de leur situation, qui ont le droit en soi le droit juridique de pouvoir demander à revenir en France. Mais bien sûr, c'est bien plus compliqué. Ça demande une volonté politique de notre part. Et je me demandais justement qu'est-ce que vous aviez comme information par rapport à cela. D'autant plus que il demeure des tensions énormes entre les combattants justement djihadistes qui sont aujourd'hui encore à Idlib ou dans d'autres zones et qui sont face justement à la volonté de Chara qui veut maintenant aider la communauté internationale enfin qui est gênée justement par leur présence, bien qu'ils ont pu aider les forces de Chara auparavant contre Bachar al-Assad. Et du coup, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez et est-ce que vous aviez des éléments à ajouter. Je suis plus aux affaires, donc je ne vais pas vous donner comment dire, les dernières nouvelles sur ces dossiers-là, puisque je ne les ai pas, tout simplement. Ce que je peux vous dire, c'est que du temps où j'exerçais mon mandat, la France, qui avait refusé pendant longtemps, sans doute pour des questions de politique intérieure, de rapatrier femmes et enfants, l'a fait pendant mon mandat. Il y a eu un changement de posture et il y a eu au moins, à ma connaissance, 3 ou 4 opérations de rapatriement qui se sont effectuées pendant que j'étais en poste. C'était indépendant de mon dossier parce que c'était suivi par un autre département au ministère des Affaires étrangères. Mais je sais que tous ceux qui ont rapatrié l'ont été sur une base volontaire, c'est-à-dire que c'est les mères les mères et les enfants qui étaient volontaires pour être rapatriés en France en connaissant le destin qui serait le leur, hein, c'est-à-dire la prison ou l'aide sociale à l'enfance pour les enfants, mais en tout cas une judiciarisation. Donc tous ceux qui ont souhaité l'être l'ont été. Et ceux qui sont restés dans les camps à l'époque tenus par les forces kurdes, ils sont restés parce qu'ils ne voulaient pas rentrer ou ne voulaient pas laisser rentrer leurs enfants. Le principe qui était suivi par la France à l'époque, et je pense que c'est toujours le cas, c'était qu'on ne séparait pas les mères et les enfants, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas rapatrier les enfants si les mères ne voulaient pas venir. Donc voilà, ça c'est pour répondre à votre question. Maintenant,
le problème reste important et vous avez raison de souligner que la présence persistante de certains djihadistes français dans l'ancien fief de Chara est un vrai sujet qu'il conscrivait pas mal quand il était sur place et pour lequel, et je crois que je l'ai dit dans mon exposé, il y a besoin d'une vraie coopération et ça fait partie aussi, j'ai pas les détails donc je vais pas rentrer dans cette affaire, mais c'est un ensemble qui fait que, comme je l'ai dit, la question de la sécurité est le premier défi de la Syrie, qu'il s'agisse de mailler le territoire pour que la sécurité puisse être assurée partout. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pour l'instant pas assez d'hommes. J'ai vu hier que certaines femmes venaient d'être recrutées pour la police touristique. Donc, ce qui est un vrai changement parce que pour qu'un mouvement anciennement djihadiste recrute des femmes pour la police touristique, c'est déjà, vous voyez, c'est un marqueur, ça. Donc, il y a un vrai sujet de constitution de force et il y a un vrai sujet de lutte antiterroriste. Et là-dessus, la France, mais aussi d'autres pays de la région et d'autres pays occidentaux participent de cet effort de lutte antiterroriste parce que c'est notre sécurité à tous qui en dépend. Votre question sur les discussions intercomposantes, moi je préfère utiliser le terme de composante plutôt que communauté ou minorité, mais c'est mon point de vue personnel. Je pense que la formule syrienne, si je peux l'appeler ainsi, c'est essayer de trouver le moyen de faire nation. Mais ce n'est pas une affaire qui est spécifique à la Syrie, c'est une affaire qui est spécifique à toute la région, y compris aujourd'hui chez nous. Donc, comment faire nation quand on a des diversités ethniques, religieuses, etc. À ma connaissance, il y a en premier lieu des Syriens qui travaillent à ces questions-là, notamment ce qu'ils appellent des groupes de paix civile et qui éteignent pas mal le feu dans des conflits, alors qui mélangent beaucoup de choses, hein, parce que les conflits, c'est des conflits qui sont vus comme confessionnels de loin, mais qui souvent mélangent à la fois des affaires de vengeance parce que un tel a occupé votre maison pendant que vous étiez réfugié, et aussi parce que 6 de vos frères ont été tués par un groupe sunnite, ou inversement. Il y a plusieurs niveaux et couches de choses qui rendent la chose très complexe, mais les premiers à se mobiliser pour favoriser des dialogues intercomposantes, c'est les Syriens. Et il faut saluer leur courage, parce que c'est pas du tout évident quand on est dans une affaire à chaud. Il y a d'autres pays qui sont intéressés à favoriser ce dialogue et l'aide à la société civile en général pour ce qui concerne la France, mais bien évidemment ce sujet aussi au cœur de nos priorités parce que, et peut-être c'est la manière de conclure cette question, euh, comme je le disais, pour l'instant, la Syrie a été réinscrite avec succès dans le concert international. Et le chemin va être très long pour reconstruire un pays et pour reconstruire une nation. Et c'est un effort que, si les Syriens le souhaitent, parce qu'il faut tenir compte aussi des demandes syriennes, la France fait déjà et est prête à faire, j'en suis sûre. Merci, Madame l'ambassadrice. Également une question, s'il vous plaît, Madame l'ambassadrice, c'est tout simplement de parler peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé de vos expériences à l'international, enfin, sur vos terrains en tant qu'ambassadrice. Moi, j'aimerais bien revenir sur votre fonction de diplomate, et notamment dans l'administration centrale, et de savoir, parce que je ne suis pas certaine, enfin, en tout cas, je ne les ai pas toutes retenues, mais sur votre parcours dans l'administration centrale en tant que conseillère d'Orient, est-ce que vous êtes passée par des directions spécifiques au-delà de celles d'Afrique du Nord, Moyen-Orient? Est-ce que, par exemple, vous avez une expérience au CAPS, donc au Centre d'analyse, prévision et stratégie? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que c'est d'être
diplomate en administration centrale et typiquement également diplomate femme. Je sais que ça se diversifie beaucoup et notamment d'autant plus dans ces directions-là, mais voilà, d'avoir votre regard avec le recul sur votre parcours. Merci beaucoup. Alors, comme l'a dit Justine au début, euh, j'ai, j'ai fait de la diplomatie avant de passer le concours par le biais de la coopération. Donc, j'ai travaillé en administration centrale à la direction de la coopération qui s'appelle aujourd'hui DGM, Direction générale de la mondialisation. À l'époque, ça s'appelait DGCID. On est très fort en sigle en ce qui concerne les administrations en général. Mais c'était une expérience absolument passionnante et qui m'a beaucoup servi dans mon métier d'ambassadeur par la suite, parce que, comme je le disais, je crois à un moment dans mon exposé, on est amené à faire 10 000 métiers. Et il faut être aussi bien capable de parler de culture des patates que de parler de tensions intercommunautaires, parce que le métier d'une ambassade, il y a des services de coopération. Il faut pouvoir faire de la coopération agricole, par exemple. Donc, même si vous ne serez jamais diplômé en patate, il faut être capable d'avoir une conversation avec vos interlocuteurs. Donc, il y a cette expérience-là qui m'a beaucoup servi. Ensuite, effectivement, j'ai passé 2 ans à la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui était un peu ma destination naturelle parce que j'avais fait de l'arabe au Langzhou, etc. Et là, c'était très intéressant parce que c'était au lendemain de la guerre d'Irak en 2003. Et c'est un moment où on a beaucoup travaillé à contrer des projets américains de démocratisation forcée. Mon passé de chercheur et ma connaissance de la région a été très utile à ce moment-là, dans le cadre d'une équipe, hein, mais pour justement apporter des arguments, notamment le fait qu'on ne pouvait pas décider comme ça de l'extérieur, d'aller démocratiser un pays alors qu'on ne connaissait ni son histoire, ni son parcours, ni les aspirations. Ça vous rappelle un certain scénario d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la deuxième expérience en administration centrale. Et la troisième, et c'est celle qui m'a le plus passionnée en fait, pour répondre à une question précédente qui a été posée, c'est celle du CAPS. Pourquoi ça m'a le plus passionnée? Parce qu'en fait, ça me permettait de réunir tous mes chapeaux en fait. Le chapeau de Peut-être une précision sur ce qu'est le CAPS pour oui, ceux qui je vais ne le connaissent dire. pas. Le chapeau de chercheur et le chapeau de diplomate et le chapeau tout simplement de quelqu'un qui est curieux de l'autre, comme je disais au début. Donc le CAPS, c'est le Centre d'analyse de prévision et de stratégie. C'est un endroit au ministère où travaillent ensemble des diplomates et des chercheurs et ou des experts d'une question donnée, comme par exemple le changement climatique. Il y a des ingénieurs, c'est un mélange très intéressant. Et c'est surtout intéressant parce que c'est le seul endroit au ministère où on a le devoir de dire ce qu'on pense. Et on a le devoir d'être capable de critique quant à une direction qui serait prise par l'administration. Alors, qu'elle soit prise en compte ou non, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, c'est un plaisir, si vous voulez, de triturer un sujet pour essayer de voir comment on pourrait faire autrement, ou peut-être, et on l'a souvent fait, dire que effectivement sur ce dossier-là, on a fait le bon choix. En tout cas, c'est passionnant. Et comme vous êtes au sein d'une équipe, je rappelle ce que je dis toujours, c'est-à-dire qu'on travaille jamais seul. Moi, j'étais à ce moment-là chargée de Afrique du Nord, Moyen-Orient, mais il y avait des gens qui travaillaient sur la Russie, sur la Chine, et quand il y avait des réunions hebdomadaire, c'était passionnant parce qu'on pouvait raccrocher des morceaux. Avoir quelqu'un qui travaille sur la Syrie, pardon, sur le monde arabe, et avoir en face de mon bureau quelqu'un qui était spécialiste de la Russie, c'était fort utile, puisque c'est l'époque où les Russes sont rentrés en force en Syrie. Donc, vous voyez, ce mélange des genres était absolument passionnant. C'est des liens qui existent peu finalement en administration centrale, en dehors du CAPS, cette proximité entre les différentes directions géographiques, elle est quand même un peu moins innée, tout simplement parce qu'on est dans des étages séparés, dans des bâtiments séparés.
Et là, il y a une vraie perméabilité de l'information puisque vous travaillez les uns. C'est vrai, mais je pense que le monde tel qu'il est fait que de toute façon, on va vers ça. Ouais. Parce qu'il n'y a plus rien qui est isolé. Et c'est pour répondre à la dernière question qui était la vôtre, hein, c'est-à-dire comment on fait pour travailler aujourd'hui avec un monde tellement complexe et enchevêtré, où quand il y a un papillon qui bouge ses ailes d'un côté, ça a des répercussions formidables. Je crois qu'on va mettre fin à notre échange maintenant. Merci à tous et toutes d'avoir été parmi nous. Et merci, Madame l'ambassadrice, Merci. d'être Au revoir. venue jusqu'à l'IREMO aujourd'hui.